Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec les sites numéro 1 de l'Afrique francophone. D'abord, quand on voit le nombre de candidats, et parmi ces candidats-là, des gens qui sortent de nulle part, qui n'ont aucune expérience, et à l'intérieur aussi de ceux qui ont l'expérience plus ou moins gouvernementale, nous voyons qu'aujourd'hui, à la tête des sondages, c'est quelqu'un qui n'a pas formé de parti, mais un mouvement. Et c'est ce mouvement-là aujourd'hui qui est crédité, qui caracole, n'est-ce pas, sur les sondages. Donc maintenant, le discours, c'est un discours qu'on a l'habitude d'entendre, c'est l'immigration, c'est l'Europe, c'est maintenant les questions internes, n'est-ce pas, à la France. Donc grosso modo, voilà la présentation que j'en fais. Ça se tient dans un contexte, n'est-ce pas, de terrorisme. Donc nous l'avons vu d'ailleurs. C'est vrai que le sujet de la sécurité n'a pas été pris en charge véritablement par les candidats, mais quand même, l'attentat qui vient de se dérouler il y a juste 2 ou 3 jours a rappelé que la réalité est là. Et quelque part, cela a même modifié, parce que les candidats étaient obligés, n'est-ce pas, de se prononcer sur ce sujet-là, et on a entendu le ton, parce qu'il fallait rassurer, n'est-ce pas, la France. C'est l'élection la plus ouverte, la plus indécise sous la Ve République, pour une raison bien simple. La première, c'est que nous avons une gauche qui est complètement éclatée, avec un candidat, Benoît Hamon, du Parti socialiste, qui est en train de payer un coup cher à la rébellion qu'il avait eu à mener au sein du parti, notamment par cette motion de censure dont il avait été l'initiateur, et il n'a pas le soutien de toute la gauche, et notamment du Parti socialiste. Il y a également Mélenchon, l'extrême gauche, et nous avons, quoi qu'on puisse dire, Macron, qui même s'il se situe dans une ligne de ni gauche ni droite, quand même il a participé au gouvernement de Hollande, et quelque part il porte une bonne partie des électeurs de la gauche. Donc une gauche complètement éclatée, et nous avons un candidat des Républicains à qui le sparadrap des emplois fictifs colle toujours à la peau, et donc qui n'arrive pas à faire l'unanimité autour de sa candidature, même s'il y a depuis quelque temps un vaste rassemblement des Républicains autour de lui, avec des soutiens de taille comme Sarkozy, comme Alain Juppé, qui lui ont manifesté leur soutien. Mais tout le monde sait que c'est un peu factice après tout ce qui s'est passé. Et nous avons une extrême droite, avec Marine Le Pen, qui marque le pas. Le président Hollande, à partir du moment où il avait suspendu sa candidature au fléchissement de la courbe du chômage et qu'il n'y a pas réussi du tout, ça posait problème. En plus de cela, cet engagement ferme qu'il avait fait de ne poser sa candidature que si vraiment il arrivait à réduire le taux de chômage en France, il y a que quand même, au sein de son propre camp, il y a eu un vent de rébellion qui a soufflé. Avec d'abord, comme je l'ai dit tantôt, Benoît Hamon, et les députés du Parti socialiste qui ont eu à initier une motion de censure contre le gouvernement de Hollande. Et il y a également le phénomène Macron, qui a eu également à démissionner pour créer son propre mouvement. À un moment donné, même Hollande a senti chez Manuel Valls l'intention également de se jeter comme Macron. Et à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus continuer à maintenir une éventuelle candidature à une présidentielle. C'était clair, c'était net. La présidentielle française de 2017 a la particularité de présenter des candidatures qui restituent la complexité d'un champ politique reconfiguré, où il y a un bouleversement des rapports de force. Alors si l'on en croit les sondages, il y a aussi bien à la droite qu'à la gauche l'émergence de candidatures plus ou moins attendues, plus ou moins, dont le succès est plus ou moins incertain, lié à une multitude de facteurs conjoncturels
économiques liées au positionnement des uns et des autres par rapport aux enjeux actuels des relations internationales. Donc cette particularité, c'est effectivement, il faut mentionner l'absence de François Hollande, le candidat, le président sortant, qui ne s'est pas représenté. Donc c'est une première dans la Ve République en France qu'un président ne se représente pas alors qu'il avait cette possibilité-là de remplir. Il y a bien entendu, je parlais tout à l'heure de renouvellement de la classe politique avec l'émergence d'Emmanuel Macron, qui est très jeune, je crois qu'il a 39 ans, qui a cette particularité de se positionner en gros au centre, de faire prévaloir des arguments plausibles sur la nécessité de se positionner aussi bien pour la défense des intérêts de la classe moyenne que de l'entreprise. Voilà. Sinon, on a l'autre élément qui est marquant dans cette présidentielle, c'est le positionnement de Mélenchon, qui est pratiquement à 20% des suffrages, ce qui est inattendu. Alors cela s'explique bien entendu par la fragmentation de la gauche et par un discours de Mélenchon qui a vocation à défendre les intérêts stratégique catégorielle d'une gauche traditionnelle qui a été plus ou moins marginalisée. Oui. Je trouve que c'est une grande cacophonie. C'est un grand brouhaha et sans conviction. Aucun parti ne me convainc, c'est pour cela que je ne voterai pas cette année. Avec ce qui s'est passé il y a 48 heures, je suis très inquiète pour le front, pour la montée du Front National. Et je pense que nous allons avoir de très grosses surprises. La présidentielle française 2017 est une élection inédite, car c'est la première fois que 4 candidats se tiennent dans un mouchoir de poche. Tous les 4 candidats sont favoris pour le résultat, pour occuper le fauteuil présidentiel. Donc c'est inédit de ce point de vue. Et aussi, on a un président sortant qui n'est pas là pour défendre son bilan. Cela change un peu les dons de la campagne électorale. On a aussi une élection là où on assiste au déclin des partis traditionnels. La gauche et la droite ne sont pas suffisamment représentés, ne sont pas favoris pour cette élection. Il faut constater que dans l'histoire de la Ve République française, c'est la première fois qu'on aura peut-être un deuxième tour où ce ne sont pas les 2 grands partis de gauche et de droite qui seront représentés. Cela est assez inédit et on constate favori des sondages qui s'appelle Emmanuel Macron, qui n'est issu d'aucun appareil politique, qui est dénué de toute considération partisane et qui aujourd'hui semble polariser l'ensemble de la classe politique qui ont été déçus des primaires, qui ont un peu phagocyté et dénaturé la pratique classique de la politique en France. Il est clair qu'une des leçons fondamentales de ce scrutin présidentiel ou de cette campagne présidentielle en France, ce sera une recomposition très forte de la classe politique et qui va impacter fortement sur les 2 principaux partis qui jusque-là ont dominé la scène politique, c'est-à-dire la droite et la gauche. Pour la droite, s'il advenait que François Fillon se qualifie, il va devoir reconfigurer son parti qui est complètement cassé. Et beaucoup même de ténors de la droite n'ont pas hésité à aller s'allier avec Macron. Il y aura des règlements de compte très très forts au sein de la droite. Et c'est un parti qui a déjà l'habitude de vivre des tensions très dramatiques après chaque élection présidentielle. Quant à la gauche, évidemment, la gauche est un champ de ruines. Le quinquennat de Hollande a complètement dévasté ce parti. Et on a vu que c'est un député frondeur, un ministre frondeur comme comme Benoît Hamon, qui, à la surprise générale, a été qualifié pour les primaires et qui n'a pas eu le soutien auquel on pouvait s'attendre de la part de certains ténors de la gauche. Le premier à avoir trahi son camp, c'est évidemment l'ancien Premier ministre Manuel Valls.
cela donne une idée de ce que sera la reconfiguration au sein du Parti socialiste et surtout des luttes de pouvoir et de tendance qui restent que de laisser ce parti profondément meurtri et divisé, quelle que soit l'issue de ce scrutin. Il n'y a pas de candidat qui peut susciter l'intérêt du continent africain. Il faut inverser la donne, se demander que pourra proposer l'Afrique au candidat qui sera élu. Parce que sur ces questions du franc CFA, la question de l'immigration, la question des bases militaires, il faut dire que les candidats n'ont pas une position tranchée. Je prends par exemple le cas du franc CFA. Si une frange de la population africaine dénonce son contenu, son caractère actuel, et même certains dirigeants, à l'image d'Idriss Déby Itno, la plupart des candidats ne se sont pas formellement engagés à retirer cette monnaie. Au contraire, ils attendent une main tendue de l'Afrique. Pour eux, il faut que le continent fasse la démarche, disons pas le continent, la zone franc CFA, fasse la démarche du retrait de cette monnaie du giron français. Donc la balle est dans le camp des Africains. On ne sait pas si véritablement c'est un discours diplomatique que nous servent les candidats à l'élection présidentielle, mais en tout cas, il faut inverser la donne et ne pas attendre une démarche ou une décision française, mais être proactif au niveau du continent africain pour que nos problématiques, nos préoccupations soient d'abord proposées par nous-mêmes et afin que les discussions ne puissent être engagées avec le partenaire français. Je ne vois pas de candidat pour l'Afrique. Aucun d'eux n'a une politique correcte envers l'Afrique. Donc je ne vois aucun candidat qui penserait à l'Afrique. Il n'y a aucune collaboration de toute façon parmi tous ces candidats avec l'Afrique. Il n'y en a jamais eu. La France-Afrique continue. Donc je ne vois pas quel est le candidat qui pourrait nous aider. Il va falloir que l'Afrique s'émancipe par rapport à l'ancienne puissance coloniale que constitue la France. Je crois qu'il y a un phénomène qui a commencé à souffler avec l'élection de Donald Trump, qui accorde la priorité à l'Amérique. Il en est de même pour la France. L'autre disait que la France est une puissance africaine, et c'est vrai. Il n'y a qu'à voir les rapports que nous avons eus avec la France, le Sénégal en particulier récemment, pour se rendre compte que ces rapports-là ne peuvent pas être très profitables à l'Afrique. La France a des problèmes à l'interne, des problèmes vraiment sociaux à devoir régler. Et je crois que c'est ce qui a coûté cher à François Hollande. Les territoires d'outre-mer, comme on l'a vu récemment également à Guyane, ont commencé à bouger. L'Europe, l'Union européenne, surtout avec le Brexit, est à reconstruire. Donc la France a d'autres priorités au plan interne, au plan européen et au plan des territoires d'outre-mer pour vraiment développer des types de rapports qui soient profitables à l'Afrique. L'Afrique n'a pas de candidat. Puisque la France a ses intérêts, n'est-ce pas, à préserver, quels que soient ces types de rapports, quel que soit le président qui arrivera, n'est-ce pas, à la tête, n'est-ce pas, de la France, ce qui l'intéresse d'abord, c'est mettre sur orbite la France d'abord, avant de penser. Donc pour moi, ça ne change absolument rien du tout. L'Afrique n'a pas vocation à avoir un candidat français pour défendre son avenir. Hein. Notre sort ne dépend pas du positionnement d'un candidat en France. Je pense que les enjeux sont plutôt endogènes. C'est à nos leaders locaux de réfléchir aux voies et moyens de nous sortir de l'ornière et non pas aux Français qui sont qui ont signé un cahier de charge avec leur propre population et qui n'ont pas a priori de devoir d'engagement vis-à-vis de l'Afrique. Hein. Je pense que ce type de discours, quel président français va arranger l'Afrique, moi je m'inscris en porte-à-faux par rapport à la pertinence de ce type de questionnement. Il faut discuter de partenaire à partenaire. Nous ne sommes pas dans une logique paternaliste aujourd'hui où c'est la France qui doit décider de ce qui a lieu de faire par rapport à nos préoccupations. Concernant aussi une autre problématique qui est posée par les Africains, s'agissant des bases militaires françaises. Nous avons aujourd'hui 4 bases militaires effectives sur le continent, avec 2 grandes opérations militaires également, Barkhane au Sahel et Gorem dans le golfe de Guinée. Tous les candidats ne se sont pas formellement engagés à retirer ces bases militaires. On assiste à un discours un peu flou, un discours diplomatique. Là aussi, on attend une démarche
des États africains pour que ces préoccupations soient prises en compte? L'Afrique a occupé jusque-là une part marginale dans le discours de campagne des différents candidats. Ce que l'on peut dire, c'est que selon qu'on soit d'un bord politique ou de l'autre, les candidats n'ont pas la même vision pour l'Afrique. Évidemment, on connaît à peu près les positions tranchées d'une candidate comme Marine Le Pen, candidate du Front National, qui, même en dépit de son voyage en Afrique, assez controversé d'ailleurs, où elle a rencontré le président Déby, a un programme clair qui consistera à durcir les lois sur l'immigration et à proposer aux États africains une sorte de billet retour pour les immigrés qui sont là-bas. Si on prend un candidat comme Mélenchon, c'est carrément une rupture des méthodes très contestables de la France-Afrique qui seront à l'ordre du jour s'il est élu. Lui, il parle de rompre ce pacte secret ou tacite qui semble lier la France à certaines dictatures d'Afrique centrale et même peut-être d'autres parties de l'Afrique, pour redéfinir une relation plus centrée sur les aspirations démocratiques exprimées par la jeunesse africaine, par les mouvements citoyens. Et c'est sûr qu'un Mélenchon au pouvoir n'acceptera pas le trucage, le bourrage d'urnes qu'on voit très souvent sur la scène politique africaine, ou bien le maintien au pouvoir de certaines dictatures familiales de père en fils. Au rythme où vont les choses, je pense que Macron est bien placé dans les sondages. Mais vous savez, une élection, c'est des paramètres qu'on ne mesure pas, qu'on ne peut pas déterminer. Je pense que le vote du cœur sera Macron. Enfin, plutôt le vote de la raison sera Macron, mais je pense que les gens, le vote du cœur des Français, honnêtement, je pense que ça sera Marine Le Pen.